accessible ensuite pour le revoir. On le publiera en ligne, bien évidemment. Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure, on y répondra. Donc, il suffit pour cela soit de réagir dans la conversation, soit à la fin, on verra comment on fonctionnera avec la levée des mains et puis on passera la parole. Au cours de la conversation, donc Björn parle en anglais. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, on vous expliquera tout à l'heure comment, si vous ne savez pas, utiliser les sous-titres anglais dans Teams. C'est un outil qui est très bien fait et qui est plutôt efficace là-dessus. Voilà, je pense que sur le fonctionnement, j'ai fait un peu le tour. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer maintenant sur le projet européen. Donc, peut-être, Lucas, je vous laisse la main pour voir comme le déroulé des webinaires. Oui, donc dans un premier temps, on va avoir Patrice Lecouvreur qui va nous parler déjà plus globalement de la stratégie climat de la ville, qui donc en nous faisant une introduction justement pour voir comment le projet FCCP vient s'intégrer dans ce projet-là. Et ensuite, on aura une petite présentation de votre part, Eric, sur la stratégie hydrogène de la ville également. Absolument. Avant de rentrer plus en détail dans le projet FCCP. Donc, du coup, Patrice, je te laisse la main. Pendant ce temps-là, Lucas, vous pouvez mettre juste Patrice et puis sa présentation en plein écran, de façon à ce que nous, on soit sur le côté et qu'on puisse profiter de la présentation. Bon, voilà. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Parfait. Alors, je me représente, Patrice Lecouvreur, je suis donc chargé de mission à la Ville Durable. La Ville Durable, c'est la direction au sein de la municipalité d'Issy-les-Moulineaux qui a en charge le suivi du budget climat. Alors, pour parler rapidement de cette démarche de budget climat, on pourrait peut-être employer trois objectifs différents. Une démarche exemplaire, puisqu'en fait, la mise en place de ce budget climat a été annoncée comme faisant partie des 15 priorités municipales en 2020. Le terme budget n'est pas neutre, en fait, il dénote vraiment une volonté politique forte, puisque vous savez que le vote d'un budget financier est l'acte politique le plus important pour un conseil municipal. Et le fait d'avoir pris comme modèle le budget financier pour établir notre budget climat est vraiment la marque de cette exemplarité. Une démarche inédite aussi en France, parce que même si on a pris modèle sur ce qui a été fait à la ville d'Oslo en Norvège, il n'y a pas d'équivalent pour l'instant en France sur ce budget climat. Et puis une démarche pragmatique, on va le voir au cours de cette présentation, parce que ce budget se veut vraiment être un outil opérationnel. Le but, c'est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire tous les ans, de mesurer aussi l'absorption carbone à travers les puits de carbone et identifier un plan d'action multipartenarial. Le budget climat s'inscrit dans une ambition beaucoup plus globale, internationale et nationale. Il est motivé évidemment par les accords de Paris qui ont pour ambition de maintenir le réchauffement de la planète à uniquement 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Et puis, il s'adosse aussi sur la stratégie nationale bas carbone. Donc là, c'est un objectif national pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Très franchement, on continue à parler de neutralité carbone à Issy-les-Moulineaux, mais évidemment, au niveau d'une ville comme la nôtre, c'est quand même très compliqué d'atteindre cette neutralité versus une petite commune rurale qui serait entourée de forêts ou de lacs et de rivières. Donc, on disait une démarche pragmatique, puisqu'il s'agit donc de calculer les émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2.
La principale difficulté, c'est que nous n'avons pas forcément la maîtrise sur toutes ces données, hein, puisqu'elles nous proviennent de différents opérateurs, avec des niveaux de précision et de dynamisme, c'est-à-dire de mise à jour qui sont différents. Par rapport à ça, on est complètement transparent, puisque vous pouvez voir que sur chacune des données, en fait, chacun des indicateurs, on est en capacité de mettre une note sur 5. Sur la précision, parfois, on fait appel à des ratios, donc effectivement, la précision est un petit peu plus faible. Et puis le dynamisme, là aussi, on compte sur les opérateurs pour récupérer les données le plus rapidement possible, mais bon, les aléas des uns et des autres font qu'on a quelques difficultés parfois à récupérer en temps et en heure toutes ces données. À partir donc des données qu'on récupère, on est capable de faire une répartition des émissions de gaz à effet de serre par acteur sur le territoire ou par secteur. Et quand on fait la répartition par acteur, on s'aperçoit que finalement l'impact des acteurs publics est relativement faible versus le secteur privé, bien sûr les entreprises et les ménages qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, ce qui pose une autre difficulté, c'est qu'effectivement on a moins de prise directe sur les émissions des entreprises et des ménages. Ensuite, donc, très concrètement, lorsqu'on a récupéré toutes ces données, on passe le budget climat en conseil municipal, donc sur la même logique, avec le même calendrier que le budget financier. Donc il y a 2 passages en conseil municipal. Un premier passage au mois de décembre, où on présente le compte de résultat de l'année N-1. Et un deuxième passage au mois de février avec le vote du budget primitif, avec l'objectif qui est adopté pour l'année en cours de réduction des gaz à effet de serre. Voilà, pour arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la ville développe donc un plan d'action. On ne va peut-être pas rebalayer la totalité des actions mises en place, mais secteur par secteur. Là où la ville a le plus de prise, c'est en matière d'amélioration de la nature en ville et de la préservation de la biodiversité. Un des objectifs aussi qui avait été annoncé en 2020, c'était la plantation de 6 000 arbres supplémentaires sur le territoire. Vous voyez qu'à mi-mandat, on a plus que dépassé l'objectif pour l'instant, avec 3 300 arbres qui sont plantés. Des actions aussi dans les cours des écoles de la ville. Cet été, 3 écoles ont été végétalisées et vont donc ouvrir lundi avec une cour qui a été complètement refaite. Des actions aussi pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc là encore, plusieurs acteurs sont à l'œuvre. La ville, bien sûr, qui a possibilité d'agir sur ses propres bâtiments. Après, pour le résidentiel, on compte sur l'action de Grand Paris Seine-Ouest et notamment de son principal outil qui est l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui propose des aides et des conseils aux lycéens pour rénover leurs appartements et les copropriétés. Et on travaille aussi avec Seine-Ouest Habitat et Patrimoine qui engage des opérations de rénovation importantes. Il y en a une qui vient d'être lancée il y a quelques mois sur l'ILN Mairie et qui concerne à peu près 400 logements. D'autres actions en termes de décarbonation des transports, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc là encore, en termes d'action, on compte sur l'élargissement prochain, on l'espère, de la zone à faible émission. Et puis donc des actions de la ville, notamment tous les travaux autour de l'hydrogène. D'autres actions en termes de réduction des déchets pour passer à une économie plus circulaire. Donc là encore, des actions mises en place par Grand Paris Seine-Ouest et par la ville.
Celle qui est peut-être la plus emblématique est la mise en place progressive, ça a démarré au mois de février, la mise en place de la collecte des biodéchets en pied d'immeuble, enfin des déchets alimentaires en pied d'immeuble, qui serait étendue sur la totalité de la ville d'ici 2025. Et puis beaucoup d'actions en termes de sensibilisation, parce que le but de tout ça aussi, c'est d'embarquer l'ensemble des acteurs dans la démarche. Donc des sensibilisations qui sont faites régulièrement auprès des agents de la ville, des actions aussi qui sont menées, des actions de sensibilisation qui sont menées auprès du grand public, notamment le défi zéro carbone, qui consiste à accompagner tous les ans 100 familles ICN dans leur transition écologique, et des actions aussi au niveau des scolaires de sensibilisation. Et c'est un des projets qui sera mené cette année, l'année prochaine, de mettre en place aussi un réseau des entreprises pour les embarquer, leur faire connaître la démarche et les embarquer dans cette démarche. Voilà, et puis pour finir, beaucoup de visibilité par rapport à ce budget climat qui nous a valu pas mal de récompenses et pas mal de trophées au cours des 3 dernières années. Merci Patrice. Je vous demande de supprimer ton partage d'écran. Moi, je vais vous présenter du coup la stratégie hydrogène en fait de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Alors, est-ce que mon écran... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok. Alors, peut-être pour rappeler, cette stratégie hydrogène, elle s'inscrit évidemment dans le budget climat que vient de présenter Patrice. Hein, c'est un des axes majeurs de ce budget, puisque l'objectif, c'est évidemment de beaucoup sensibiliser la population et les acteurs du territoire, que ce soit les entreprises ou les collectivités, de beaucoup faire passer des messages positifs, c'est-à-dire que de démontrer qu'il y a du progrès, qu'on peut évaluer les résultats aujourd'hui. Et la preuve en est que sur le budget climat, on a pu démontrer qu'on avait déjà réduit de 26% nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2005 à Issy-les-Moulineaux, et que la stratégie qu'on met en œuvre aboutit en fait à adapter en tout cas la ville à ce changement climatique et à avoir un objectif de zéro carbone. Alors effectivement, ça reste un objectif, comme Patrice l'a rappelé, mais ces progrès sont là et on embarque la population au maximum pour le faire comprendre. En sachant que le projet FCCP dans lequel nous sommes rentrés, donc je rappelle que ce projet Interreg a permis à un certain nombre de collectivités, notamment Aberdeen en Écosse ou Stuttgart en Allemagne, de tester avec nous des triporteurs alimentés par hydrogène pour ce qu'on appelle le dernier kilomètre, donc pour circuler en ville et pour pouvoir notamment faciliter les livraisons ou simplement les transports d'éléments. Par exemple, à Issy-les-Moulineaux, on utilise ce triporteur pour l'affichage municipal ou pour transporter du matériel lorsqu'on fait des animations dans différents points de la ville, en mode évidemment, en mode tout. Mais au-delà de ça, en tout cas à Issy-les-Moulineaux, c'est une stratégie qui s'inscrit dans l'anticipation de l'avenir de l'énergie à travers plusieurs choses. Par exemple, le parc automobile de la ville d'Issy-les-Moulineaux est entièrement électrique aujourd'hui. Nos bus urbains sont également électrifiés depuis plusieurs années. On a déployé des bornes de recharge électriques sur la voie publique depuis plusieurs années également. On a aujourd'hui près d'une centaine de bornes de points d'accès, de points de recharge sur la voirie à Issy-les-Moulineaux. Et j'en parlerai un peu davantage sur l'hydrogène, évidemment. Ce qui est important aussi de noter, en tout cas c'est intéressant, c'est que on a observé au cours des dernières années un développement très important du parc automobile des habitants eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, même si ça reste faible, on a environ 10% du parc automobile des habitants d'Issy-les-Moulineaux qui est hybride ou électrique, mais surtout c'est un développement qui est très très fort, puisque c'est quasiment une augmentation de 60% en l'espace des 2 dernières années. Donc on voit bien que ces actions de sensibilisation ont un impact et que ça permet d'avancer sur ces questions-là. Je vais prendre même un autre exemple, c'est que le maire lui-même aujourd'hui, sa voiture de fonction est une voiture hydrogène pour montrer l'exemple, tout simplement. Donc
Donc, cette volonté que nous avons ici, Monod, de faire de la ville une ville pilote pour l'hydrogène, là aussi, elle s'inscrit un petit peu avec l'ADN de la ville, qui est celui d'innover en permanence, d'anticiper les évolutions qu'on pense majeures. Et pour nous, le projet FCCP a été un vrai catalyseur, puisqu'en fait, il nous a permis d'accélérer la réflexion autour de l'hydrogène, des échanges. On a eu beaucoup de débats, on a organisé des tables rondes, des conférences, des conférences de presse, aussi pour discuter de l'avenir de l'hydrogène, de voir comment on pouvait l'utiliser de la meilleure manière possible dans le domaine des transports, mais aussi dans d'autres domaines, je vous en parlerai. Mais ça, c'est un point important, c'est que il faut vraiment accompagner cette évolution auprès du grand public parce que, comme vous le savez, l'hydrogène, ça reste quelque chose d'abstrait pour le grand public. Il y a même une inquiétude, parce que tout le monde a toujours en mémoire la catastrophe du Zeppelin Hindenburg dans les années 30. Et donc, cette inquiétude, il faut pouvoir y répondre facilement et le plus possible. Donc, communiquer un maximum, sensibiliser un maximum, et puis évidemment rassurer la population pour dire qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité, comme ça se passe d'ailleurs pour une station-service à essence traditionnelle. C'est toujours la même chose. Donc ça, c'est un point important parce que ces actions, encore une fois, de sensibilisation, c'est ce qui nous permet d'avoir une adhésion de la part du public, non seulement sur ce que nous faisons évidemment, mais aussi pour la pousser elle-même à évoluer et avoir une maturité sur ces questions-là. On a par exemple là aussi, grâce à ce boost, cette accélération de la réflexion autour de l'hydrogène grâce au projet FCCP, on a inauguré la première station hydrogène du département en avril dernier. C'est une station qui permet une quarantaine de pleins par jour pour des véhicules légers. Donc, pour ceux qui ont un peu plus de technique, c'est 200 kg d'hydrogène par jour qui peuvent être fournis avec deux possibilités en termes de pression, 350 et 700 bars. C'est d'ailleurs un des soucis et un des enseignements du projet FCCP, où, comme je vous l'ai dit, ce sont des triporteurs que nous utilisons, et ces triporteurs ne peuvent pas être alimentés à travers cette station hydrogène parce que c'est pas les mêmes pressions. Donc ça, il va falloir aussi que ça évolue en termes techniques et d'adaptation des infrastructures. Donc on a une station mobile en quelque sorte spécialement dédiée aux triporteurs et aux vélos à hydrogène qu'on a mis en place. Accélération, donc au-delà des triporteurs de FCCP, on a également déployé pour les commerçants de la ville d'autres triporteurs de fabrication française, ceux-là, qui ont une spécificité, c'est que c'est des triporteurs de nouvelle génération, donc sans hybridation au lithium, donc il permet si j'ai bien compris, une durée de vie plus importante de la part de ces appareils. Ce sont des triporteurs qui ont été financés par les entreprises, donc soit des promoteurs immobiliers qui travaillent sur la ville de demain et qui veulent mettre en avant le fait que cette réflexion sur le développement durable est pris en compte dans l'aménagement urbain de demain, mais aussi par des grandes entreprises du territoire des Moulineaux, Transdev, qui est un des leaders des transports, la CNP Assurance, parce que c'est évidemment une question importante pour eux, ou DPD, qui est, comme vous voyez sur l'écran, un des leaders de la livraison à domicile en France. Donc on a 6 commerces aujourd'hui qui testent sur une durée de 3 ans ces triporteurs hydrogène. Donc des commerces de différentes tailles. On a des petits commerces, mais on a aussi notre magasin Auchan ou Biocop qui l'utilise pour les livraisons à domicile. Donc ça, c'est une des conséquences concrètes de la stratégie hydrogène et du projet FCCP, puisque ce sont souvent des effets d'aubaine, les projets européens. Ça nous permet à la fois de réfléchir sur la durée, sur une thématique très précise, mais aussi d'accélérer à la fois notre prise de conscience et nos actions dans ce domaine-là. Et donc, on veut aller plus loin encore, puisqu'aujourd'hui, on travaille sur un quartier hydrogène. Ça veut dire un écoquartier qu'on alimenterait avec un mix énergétique qui ferait appel à l'hydrogène pour le chauffage des logements et des bâtiments tertiaires. Donc c'est un quartier qui aujourd'hui est un quartier essentiellement de bureaux et qu'on transformera à horizon 2030 sur un quartier mixte, donc bureaux, logements et équipements publics bien évidemment, et avec donc cette alimentation, encore une fois, un mix énergétique. Alors c'est un véritable défi pour nous parce que c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup. Ça reste techniquement pas simple parce que
créer de l'hydrogène, fabriquer de l'hydrogène, c'est une infrastructure quasi industrielle. Donc évidemment, c'est pas des choses qu'on peut mettre au cœur d'un quartier d'habitation. Donc on réfléchit vraiment à différentes solutions. On est en bord de Seine, hein, comme vous le savez. Donc il y a la Seine, on a aussi le centre d'incinération des ordures ménagères qui est aussi à proximité de ce quartier. Enfin bref, on étudie différentes solutions pour mettre en place ce mix énergétique dans ce quartier-là. Et ça, si ça se fait, ça sera vraiment aussi une innovation importante pour la population. Pour évidemment la France. Et on a un deuxième projet de station d'hydrogène, cette fois-ci en production, puisque la première station qui aujourd'hui est ouverte, on ne produit pas directement, donc on se fait livrer les hydrogènes qui étaient fabriqués dans les environs de Dijon, me semble-t-il. Mais donc on a un deuxième projet de station avec cette fois-ci une station de production et de distribution qui est en bord de Seine et qui permettrait là aussi de favoriser la recharge de tous les types de véhicules, hein, voitures, poids lourds, vélos. À horizon, là, on est pareil sur les horizons d'ici 2030. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Peut-être un point important, c'est que tout ça, ça se fait évidemment avec le soutien. Attendez, je vais essayer de arrêter mon partage. Tout ça, ça se fait avec le soutien de l'Europe, bien évidemment, mais aussi de la région Île-de-France. Il faut rappeler que la région Île-de-France a adopté un programme pour la filière hydrogène extrêmement ambitieux. Au-delà d'ailleurs de la filière hydrogène en faveur des énergies renouvelables, la région Île-de-France importe près de 87% de son énergie, et donc pour elle, c'est aussi une question de souveraineté, et elle a un objectif de doubler sa production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et de la quadrupler d'ici 2050. Donc tout ça s'inscrit dans une stratégie plus vaste que la ville d'Issy-Moulineaux, mais on essaye d'être en pointe à l'échelle aussi de la région. Il y a une multiplication d'ouverture de stations de recharge à hydrogène dans la région Île-de-France. L'année prochaine, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, les taxis Hype, qui est un des partenaires de la station d'Issy-les-Moulineaux, ont pour ambition de déployer plus d'1 millier de véhicules sur le territoire du Grand Paris, de façon à, là aussi, montrer au monde que la France essaie d'être leader dans ce domaine-là. Voilà, moi j'en ai fini pour l'hydrogène. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de passer la parole à Lucas pour qu'il nous présente plus en détail le projet FCCP et ses enseignements. Donc, je vais vous envoyer ça. Vous avez déjà l'écran et me retirer. Très bien, merci. Oui, bon, effectivement, moi je vais vous parler du projet FCCP. Donc bon, Eric vous a déjà un peu teasé sur le projet. Donc effectivement, alors avant de commencer véritablement avec la présentation du projet FCCP, il me semble quand même important parce qu'on parle depuis tout à l'heure de financement européen, d'Interreg, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un projet Interreg? Vous pouvez vous Il mettre en faut plein savoir. écran? Pardon, vous pouvez mettre en plein Ah écran oui, votre... pardon, excusez-moi, j'ai pas mis en plein écran. Hop. Est-ce que là c'est bon? Oui. Ok. Oui, petit oubli, désolé. Donc, le projet Interreg, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de coopération entre différentes régions européennes. Donc, le plus souvent, en fait, ce sont des régions frontalières, hein. Sauf dans le cas de certains programmes Interreg, comme le programme Interreg Nord-Ouest Europe qui nous finance dans le cadre de ce projet, qui ont des objectifs plus vastes. Et donc actuellement, en fait, depuis le début de la période de programmation 2021-2027, cet Interreg North-West Europe comprend donc certaines régions allemandes, l'Irlande, globalement la moitié nord de la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il faut savoir que avant donc, cette période de programmation, donc pour la période 2014-2020, étant donné que le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne au début de la période de programmation, le Royaume-Uni était également membre d'Interreg Nord-Ouest Europe, ce qui a permis notamment à Aberdeen, donc, qui est en Écosse, de participer au projet, vu que celui-ci a démarré avant la fin de la période de programmation.
vu qu'il a démarré en 2019. Donc le projet FCCP, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement donc un projet qui vise à tester des nouvelles solutions de mobilité pour tout ce qui est la logistique du dernier kilomètre. Donc, il y a donc plusieurs acteurs qui sont présents au sein de ce projet. Le leader étant le centre aérospatial allemand DLR. Et on retrouve donc à la fois des partenaires universitaires comme l'Université Gustave Eiffel, représentée par Pierre-Olivier aujourd'hui et qui parlera juste après moi. On retrouve également donc des différentes entreprises comme Unicorn qui a fait partie des responsables des systèmes hydrogène pour les vélos et des villes qui testent les innovations. Donc, on a ici les Moulineaux, Aberdeen au Royaume-Uni, donc on a déjà cité, Groningen aux Pays-Bas et Stuttgart pour l'Allemagne. Le but est que chacune de ces villes développe des scénarios, des cas d'usage différents afin de pouvoir tester les vélos dans différentes situations. Donc, nous avons décidé, dans le cadre de ce projet, mmh, de nous, de mettre le focus sur des actions internes de la ville. Ceci, en fait, pour plusieurs raisons. Déjà, cela s'inscrit donc dans la politique du budget climat et dans la politique de la lutte contre le changement climatique qui a déjà lieu dans la ville. Et cela permet aussi au personnel municipal de s'acclimater avec cette nouvelle technologie et avec ce nouveau type d'énergie qu'est l'hydrogène. Parce que voilà, comme disait Eric, pour beaucoup, l'hydrogène s'associait au Hindenburg, aux explosions, donc c'est un peu mauvaise presse. Donc le but de ce projet, c'était aussi de montrer que l'hydrogène peut être une formidable ressource d'énergie pour assurer le développement et pour assurer une mobilité décarbonée. Voilà, donc, alors attendez, parce que je vais arrêter le partage pour vous montrer la vidéo du projet qui a été réalisée donc par les partenaires du projet, dont Björn qui est ici présent dans le cadre de la communication du projet. Est-ce qu'on voit l'écran de la vidéo? Oui, mais mettez-le en plein écran aussi, mais oui. Alors, attendez, j'essaie de voilà. Est-ce que vous avez le son? Non, Ah, alors pourquoi il y a pas le son? Parce que moi je l'ai alors attendez, je crois que c'est un réglage qui est à faire sur, alors, comment ça se fait qu'il y ait pas le son? de toute façon, c'est pas grave, Bon, hein, ça, écoutez, de toute façon, il y a on les voit sous-titre, sous-titres, donc voilà. voilà, je vais vous mettre avec les sous-titres et puis voilà. C'est pas grave. Il y avait une jolie musique, c'est dommage.
Voilà, donc ça vous a permis d'avoir un aperçu de ce qui était le projet et alors attendez, parce que là, c'est bon, ça s'est bien remis en plein écran? Oui. Voilà, donc maintenant, nous, à Issy-les-Moulineaux, donc comme je vous disais, le but, c'était de l'utiliser de manière interne à la ville. On avait donc 2 vélos cargo à tester dans le cadre de ce projet. Donc, à chaque vélo cargo, on a associé un scénario. Le premier vélo cargo a été utilisé pour l'affichage municipal et administratif. C'est-à-dire que voilà, en fait, on a plus de 70 panneaux qui sont répartis dans la ville. Et donc, l'afficheur municipal, chaque semaine, va actualiser ces panneaux avec le vélo cargo. Ce qui a permis donc de tester le vélo cargo par différents temps, vu qu'il prend le vélo cargo que ce soit l'été comme l'hiver ou l'automne. Et aussi, ça a permis de tester le vélo cargo, notamment dans différentes configurations. C'est-à-dire qu'on a une partie de la ville qui est très plate sur les bords de Seine. Mais quand il s'agit de monter au fort d'Issy-les-Moulineaux, il y a une pente qui est quand même un peu assez importante et ça a permis de voir le comportement aussi du vélo dans ces pentes-là. Et donc le deuxième vélo, lui, est pour l'usage des services de la ville. Donc pour des événements, pour des représentations, pour du transport de fournitures, etc. Comme là, vous pouvez le voir sur la photo que j'ai mise, on avait utilisé par exemple le vélo pour transporter des oriflammes, des kakémonos, enfin des éléments de communication durant le festival Viva Ici, pour les différentes conférences qui se sont déroulées dans ce cadre-là. Donc ensuite, on a eu forcément, au cours du projet, il y a eu des challenges qui ont pu se révéler assez importants pour certains, étant donné que nous nous sommes rendus compte, au fur et à mesure de l'avancée du projet, qu'il n'y a pas d'uniformisation au niveau européen des normes sur l'hydrogène. Donc, on s'est retrouvé avec des solutions de recharge qui ne matchaient pas, étant donné que le système hydrogène a été fabriqué en Allemagne, donc selon les normes allemandes, et ben, les bouteilles d'hydrogène dont on se sert pour recharger les vélos actuellement, étant donné que, comme l'a dit Eric, pour une question de pression qui est trop importante pour les vélos, nous ne pouvons pas pour le moment recharger les vélos à la station hydrogène. Et ben, en fait, nous nous sommes retrouvés avec une impossibilité de connexion. Donc, il a fallu finalement inventer, inventer une solution, un adaptateur qui est en fait quasiment unique au monde pour réussir à ce qu'on puisse recharger en hydrogène. Et donc voilà, un autre challenge qui a été relevé avec succès dans le cadre de ce projet, finalement, ça a été également l'adoption de l'usage de l'hydrogène. Parce que, voilà, comme je le disais auparavant, l'hydrogène, ça fait peur, donc il a fallu faire preuve de pédagogie. Voilà, on a également suivi, donc, que ce soit moi-même en tant que chargé du projet, mais également des personnes du centre technique de la ville. Nous avons suivi des formations sur le maniement de l'hydrogène, afin justement de pouvoir manier l'hydrogène en toute sécurité et éviter ainsi tout incident. Et enfin, le dernier challenge important, ça a été finalement de faire accepter l'utilisation de ce nouveau type de transport qui se situe vraiment entre les vélos et les voitures. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un était intéressé pour utiliser le vélo cargo, ce que je faisais toujours, c'était que j'emmenais cette personne avec moi et je lui faisais faire un test de 20-30 minutes sur le vélo cargo pour voir comment la personne se sentait. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent mieux dessus que d'autres. Voilà, ce qui nous a permis de nous rendre compte de diverses choses, notamment que ceux qui font du scooter ou du vélo déjà
on va dire quotidiennement ou quasi quotidiennement, ont beaucoup plus de facilité à prendre en main le vélo cargo. Qui, il ne faut pas oublier, est quand même un peu un mastodonte, étant donné qu'on parle d'un vélo qui pèse 250 kilos à vide, avec un container d'1,5 mètre cube à l'arrière. Donc voilà, il faut quand même réussir à le manier pour que tout le monde puisse s'en servir. Donc, en termes de résultats de l'expérimentation, donc on a eu vraiment des essais concluants, c'est-à-dire qu'on a une plus grande adaptabilité aux aléas urbains. Voilà, l'afficheur, c'est vrai qu'un des principaux retours qu'il nous a fait sur le vélo, c'est que, ben, l'avantage, c'est qu'il passe partout. Il passe partout, il n'a pas besoin il a pas de difficulté à trouver de place, pour garer le vélo, pour aller afficher les affiches et cetera. Donc voilà, on a vraiment cette adaptabilité qui s'est améliorée. C'est également donc un projet qui a ouvert la voie, hein. On a vu la stratégie hydrogène de la ville, donc voilà, je vais pas forcément revenir dessus. Et ça nous a permis également de développer de nouvelles relations sur la thématique de l'hydrogène avec certains partenaires. Par exemple, on a mené donc un projet durant l'hiver 2022 d'échange d'expériences sur la question de l'hydrogène avec Aberdeen, qui est la ville européenne probablement la plus en avance sur cette question-là. Et ça nous a permis de revenir avec plein de nouvelles idées. Il y a cependant encore des progrès qui sont à faire dans le cadre de l'hydrogène et de l'usage de ces vélos cargo. Comme je le disais déjà, il faudrait y avoir une harmonisation des normes au niveau européen afin qu'on puisse développer, afin que voilà, l'échange de techniques entre pays ne soit pas freiné par ces problèmes-là. Et un autre souci est le prix qui actuellement est assez prohibitif encore pour les vélos cargo, étant donné que vélo cargo plus système hydrogène, actuellement, dans le cadre du projet, c'était 30 000 €. Donc ce qui fait que voilà, 30 000 €, on a des alternatives qui sont intéressantes, pour le même prix. Mais si ce prix-là vient à baisser, Ah, on vous a perdu là. Bon, on a perdu Lucas, donc on va le laisser revenir. Peut-être, du coup, on lui repassera la parole s'il se reconnecte après, mais non, le voilà. Lucas, vous êtes de nouveau là. oui, désolé. Bon, de toute façon, j'avais terminé, mais désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis fait déconnecter tout seul. Bon, c'est les aléas du direct. Voilà, de toute façon, voilà, j'avais terminé ma présentation, donc je vais laisser la parole à Pierre-Olivier pour qu'il nous parle justement de l'université Gustave Eiffel dans le cadre du projet. Merci Lucas. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. C'est bon? OK. Donc je suis, Pierre-Olivier Vendangeon et je suis chargé de recherche à l'université Gustave Eiffel et je vais partager avec vous la présentation. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez ma présentation en ligne? Oui. Très bien. Donc, je vais vous présenter, les actions de notre université dans le projet FCCP et le titre de ma présentation, ça va être modélisation, identification et gestion de l'énergie. Alors, je parlerai donc un peu du projet, mais Lucas l'a très bien fait avant moi. Puis ensuite un peu de ce que nous avons fait en termes de modélisation, de gestion de l'énergie et puis ensuite, je conclurai cette présentation. Donc, Lucas a parlé du projet avant moi, donc je ne vais pas revenir dessus. Je voulais simplement souligner que dans notre université, l'université Gustave Eiffel, ça a fait l'objet, ce projet, d'une collaboration interdisciplinaire entre différents laboratoires. Des laboratoires comme le LICIT et COSET, qui sont plutôt des laboratoires sur la gestion des batteries et le trafic,
le laboratoire SPLOT dont je suis issu, qui est un laboratoire plutôt sciences humaines sur la logistique. Le laboratoire SATIC, un laboratoire plutôt sur les composants électroniques, et le laboratoire LVMT, qui est plus un laboratoire sur la partie modélisation de la ville. Donc tout ça pour dire que c'est aussi ce type de projet, c'est aussi très intéressant pour regrouper des disciplines différentes, hein, parce que comme vous le savez, la recherche scientifique est très est classée de manière disciplinaire. Donc des vélos cargo électriques avec pile à combustible, avec beaucoup d'avantages, hein, augmenter l'autonomie, augmenter la charge utile, un rechargement rapide. Dans le cadre du projet, donc des démonstrateurs. Alors, je voulais faire un petit point sur ces démonstrateurs, c'est que ça reste des démonstrateurs dans le sens où c'est des vélos cargo électriques qui existent déjà. Donc ça veut dire que c'est des vélos cargo qui avaient déjà un moteur électrique et une batterie lithium-ion, auquel on a rajouté une pile à combustible pour augmenter l'autonomie. Donc ce n'est pas véritablement des vélos qui ont été conçus avec une pile à combustible ex nihilo, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été construit pour démontrer le concept. Initialement, dans ce projet, il était prévu 1 an de mesure et des études logistiques avant et après déploiement, ce qui a été compliqué compte tenu de l'épidémie de Covid. Donc ce dont je vais vous parler et ce que je connais directement, hein, c'est la modélisation et l'identification de modèles de vélos cargo. Alors pourquoi? C'était pour avoir pouvoir faire des bilans énergétiques de comment l'énergie était dépensée dans ces vélos et comment mieux gérer cette énergie. Donc avec plusieurs sous-objectifs qui sont améliorer le dimensionnement des batteries et quand il y a marqué pack, c'est la pile à combustible, hein, et améliorer la gestion de l'énergie. Ceci se base sur des modèles de résistance à l'avancement et des modèles électriques. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire 10 pages d'équations, hein, ce n'est pas du tout l'objet de la présentation. Alors, tout d'abord, on a commencé, enfin on a fait d'ailleurs que des modèles simples, des modèles très simples à 3 paramètres pour caractériser la résistance à l'avancement des 4 vélos cargo du projet. Les expérimentations ont eu lieu à Issy-les-Moulineaux et à Stuttgart. Et comme je le rappelais, ces vélos cargo, c'est des vélos un peu avec une batterie lithium-ion alimentée par une pile à combustible. Bon, en termes de mesure, j'ai mis des petites photos aussi parce que c'était amusant. Donc ça, c'est on a équipé les vélos d'un anémomètre, hein, bon évidemment d'un GPS. Et là, vous voyez l'anémomètre, c'est ce petit ventilateur là, qui nous permet d'avoir la vitesse du vent apparent. Donc les résultats, donc on a calculé un CX, comme le CX de votre véhicule, hein, c'est-à-dire qui permet de caractériser la résistance aérodynamique, et puis le CRR qui mesure la résistance au roulement. Et les chiffres que nous avons trouvés sont complètement réalistes et sont en phase avec l'interprétation physique, c'est-à-dire que, OK, là vous avez un CX de 0,91 pour l'UM-BAC, ça ne veut rien dire, mais c'est le plus grand de tous les CX, et c'est normal parce que quand vous regardez l'UM-BAC en bas, eh ben, c'est un cube, quoi, hein. Donc c'est normal que son CX soit moins bon que les autres, et à contrario, celui qui a le meilleur CX, c'est le VELOV, et c'est normal parce que c'est lui qui avait le chargement dont le volume était le plus faible. En termes de gestion de l'énergie, donc on a eu une campagne à Issy-les-Moulineaux toute récente, hein, en juin 2023, donc pour dire quand même que c'est tout frais tout ça, avec les trajectoires, mais Lucas en a parlé, la trajectoire affiche, la trajectoire utilitaire qui était justement d'aller récupérer le matériel qui avait été distribué au festival. Et puis nous avions rajouté 3 trajectoires, des trajectoires en pente. Et là, je trouve qu'ici, c'était bien adapté parce que vous avez vraiment des pentes à Issy-les-Moulineaux, et 3 trajectoires à plat. Alors malheureusement, nos essais ont été faits sans pile à combustible fonctionnelle parce qu'elle ne fonctionnait pas au moment des essais. Donc celle-ci a été simulée,
Et là aussi, on s'est appuyé sur un laboratoire qui est à Belfort, un laboratoire de notre université qui travaille sur la modélisation de la pile à combustible. Donc je pense qu'on a pris des modèles qui étaient relativement réalistes. Pareil, hein, pour les moteurs électriques et la transmission, on a utilisé un modèle simple avec des valeurs nominales, mais qui sont tout à fait correctes, hein, dans le cadre de la profession, je dirais. Et on a mesuré l'énergie fournie par le cycliste, hein, avec des pédales instrumentées que vous voyez sur cette photo. Alors, à quoi ça sert tout ça? Bon, déjà, ça nous permet de comparer les vélos d'un point de vue en simulation. Donc là, vous avez en Y l'énergie en wattheures par kilomètre, et puis en abscisse, on a les différents vélos, et on voit les différentes consommations d'énergie, et aussi comment elles se répartissent, hein. En bleu, c'est l'énergie qui est fournie par le moteur pour lutter contre la résistance à l'avancement. En rouge, c'est ce qui est perdu dans le système, hein, c'est l'énergie qui est perdue dans le système, et puis en orange, là, vous avez ce qui est perdu dans le cadre du freinage, et on obtient des chiffres qui sont tout à fait raisonnables, hein, par rapport à un petit véhicule une voiture électrique à cycle en urbain, quoi. En termes de gestion de l'énergie, car c'est ça qui nous intéressait, là, on a pu faire des vraies mesures à Issy-les-Moulineaux en juin 2023. Donc là, vous avez deux histogrammes qui vous permettent, avec en abscisse, vous avez le wattheure par kilomètre, vous avez la source de l'énergie. Donc là, vous voyez, il n'y a que la batterie. Ouais, c'est normal parce que la pile à combustible ne fonctionnait pas. Mais et là, vous avez le driver, le cycliste. Et donc là, vous voyez déjà que le cycliste correspond, l'énergie apportée par le cycliste est très faible, en fait, hein, de l'ordre de 2%. Et là, vous voyez comment c'est consommé. Donc je ne le refais pas, mais en bleu, c'est la résistance à l'avancement, et cetera. Et nous, ça nous permet de voir comment on peut gérer l'énergie pour améliorer, pour être plus efficace. C'était ça l'objectif, et cet objectif-là a été rempli. Ça nous permet aussi de dimensionner les batteries. Là, les batteries, comme ce sont des véhicules initialement conçus avec des grosses batteries électriques, on a des batteries de 40 ampères-heure. Mais ce qu'on montre, c'est qu'en utilisant la pile à combustible, on pourrait descendre la taille des batteries à 8 ampères-heure, donc d'avoir des batteries lithium-ion bien plus petites, donc qui impactent beaucoup moins l'environnement. Et ça ne change pas grand-chose aux capacités du vélo. Voilà, donc en conclusion, on a construit des modèles simples qui permettent d'analyser la consommation d'énergie. On constate une contribution faible du cycliste, une optimisation possible de l'alimentation par la pile à combustible, et ça nous a permis de revoir le dimensionnement des batteries. Alors, je vous ai mis 2 petites photos pour vous montrer quand même quelque chose qui est plus qualitatif, hein, c'est-à-dire l'usage du vélo sur les pistes cyclables. On voit bien que les pistes cyclables telles qu'elles sont conçues actuellement, mais qui sont très bien à ici, hein, pour les vélos classiques, sont pas très bien adaptées pour ce type de véhicule, parce que il y a des plots un peu partout pour empêcher les véhicules de se garer. Et donc c'est pas si facile que ça à manœuvrer. En revanche, si vous, comme ici les Moulineaux a une conduite apaisée à 30 km/h, ce vélo s'insère très bien dans la circulation classique, et permet de se faufiler, et ainsi, comme l'a souligné Lucas, et aussi de se garer facilement. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Je coupe la Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Björn Offerman, qui va nous faire parler davantage peut-être de perspectives. Mais je dois juste faire avant le. Oui, allez-y. Juste avant, j'ai encore. Sorry Björn, j'ai encore une petite partie sur le développement des vélos cargo en France. Ah oui. Hop, donc je vais vous repartager le PowerPoint, voilà.
Alors, tout le monde le voit? Oui, mettez-le en plein écran, voilà. Oui, c'est bon? Ouais. Par contre, accélérez un peu parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, bien sûr. Non, donc voilà, c'était juste un point rapide sur les perspectives de développement des vélos cargo. Donc, en fait, donc, comme je le disais, ça s'inscrit donc dans la logistique du dernier kilomètre, une logistique qui a explosé dernièrement avec l'augmentation très rapide du e-commerce, notamment depuis la pandémie de Covid de 2020. Et avec le besoin de décarboner, Donc voilà, alors je sais pas Eric, j'avais mis la vidéo, d'exemple de l'afficheur pour montrer ce qu'on faisait ici. Alors, juste dans l'option partage là, du contenu, vous avez un petit bouton pour inclure le son de l'ordinateur. Oui, C'est oui, peut-être c'est peut-être ça qu'il faut que vous activiez pour. c'est ça exactement, voilà, donc du coup, je vais montrer la vidéo en partageant le son de l'ordinateur également. Hop, voilà, comme ça, vous aurez aussi une meilleure idée de ce à quoi nous sert, les vélos cargo, donc côté ici, les Moulineaux, en partie. Ça marche. Je m'appelle Yannick et je suis afficheur pour la visite ici les Moulineaux. Et ça fait, je dirais, quasiment 1 an que j'utilise le triporteur. C'est pratique, ouais, pour quelle que soit la côte, la pente, la dénivellation, ça va super bien. La vitesse est environ 25 à 30 km/h. Avant, je faisais quasiment à pied, hein, les affiches et tout. Ouais. Le fait d'utiliser ça, ça facilite la vie, quoi. C'est sûr que à pied, c'est plus écologique, mais ça encore, c'est encore meilleur. C'est plus écologique encore, ça facilite la vie, c'est pratique. Voilà, comme ça, vous avez pu avoir un aperçu de comment le vélo cargo est utilisé à ici et donc voilà, c'est bon? Tout le monde voit à nouveau le PowerPoint? Oui. OK. Donc voilà, donc en fait la technologie hydrogène, qu'est-ce qu'elle vient ajouter en fait par rapport, notamment, à, à l'électrique? C'est qu'il y a un rechargement qui est très rapide. C'est-à-dire que le rechargement d'un véhicule à hydrogène va prendre peut-être un tout petit peu plus de temps qu'une voiture, mais on va rester sous les 10 minutes pour la recharge complète, ce qui est globalement beaucoup plus rapide que pour la plupart des véhicules électriques, même si maintenant on voit les bornes de recharge rapide qui se déploient aussi. Et donc voilà, en sachant que l'autonomie qu'on a avec les vélos hydrogène qui est autour de 250 km est largement suffisante pour tout ce qui est les trajets de la logistique du dernier kilomètre. Bon voilà, on va passer donc, alors donc pour avoir discuté un petit peu avec les acteurs, du domaine, en France. Donc, finalement, le début de l'expérimentation, notamment pour les fabricants français, ça a été les quatre vélos cargo qui ont été déployés ici, les Moulineaux, depuis octobre 2022, bientôt 5. Et en plus de ça, ça a permis de mettre un coup de boost sur la visibilité des vélos cargo, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une 50aine de vélos cargo qui sont en signature, donc qui vont bientôt arpenter les routes, principalement en Île-de-France, à Marseille, Toulouse et La Rochelle. Donc voilà, donc toujours à l'horizon 2027, le but c'est que les 24 villes de plus de 100 000 habitants soient concernées par les vélos cargo, donc à hydrogène, donc c'est-à-dire qu'il y en ait. Et le but c'est d'avoir 30 à 50 vélos cargo à hydrogène pour 100 000 habitants.
Donc, c'est-à-dire, en gros, grosso modo, en fait, remplacer petit à petit les vélos cargo électriques par des vélos cargo hydrogène. Donc, un point important, parce que je le signalais lors de la présentation du projet FCCP, c'est également le prix. Étant donné qu'aujourd'hui, on est déjà sur des prix qui sont moins élevés qu'au début du projet FCCP, vu que pour les fabricants français, on est entre 10 et 13 000 euros pour, hors taxe pour un vélo. Mais le but, bien entendu, c'est de rendre encore plus attractif l'achat de vélos cargo à hydrogène. Donc, ça va être également de produire plus de vélos cargo afin d'avoir accès à des prix plus compétitifs auprès des fournisseurs et donc pouvoir faire des économies d'échelle. Et également produire en série les prototypes développés dans le cadre du projet FCCP afin d'en réduire les coûts individuels. D'ailleurs, en photo, vous avez justement le prototype qui avait été développé dans le cadre du projet FCCP et qui est installé sur les vélos. Donc voilà, donc après, Eric, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a le développement effectivement donc de nouveaux types de piles à combustible avec une durée de vie maximale de 12 ans contre 5 ans pour la batterie électrique et puis surtout sans l'utilisation de lithium, ce qui est important comme nous le dira Björn dans sa présentation juste après. Voilà, mais ceci doit également s'accompagner d'un développement des infrastructures hydrogènes en France, avec notamment un accroissement du nombre des stations hydrogènes, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas énormément de stations hydrogènes encore pour supporter un développement rapide de la technologie. Et un autre point important, ce sera également, afin d'éviter des soubresauts comme on peut le voir avec notre station hydrogène, d'intégrer la recharge des vélos cargo dans les projets de station dès les prémices pour que ce soit justement pris en compte au fur et à mesure. Voilà, nous, dans le cas de la station hydrogène, on était en phase d'expérimentation. On est en train de régler la question justement pour permettre la recharge. Mais à l'avenir, voilà, il faudra penser, si on développe les vélos cargo, d'intégrer leur recharge dans les projets de station. Bon voilà, du coup, je suis allé assez rapidement, donc voilà, ça va permettre à Björn de prendre la parole. Alors juste avant, peut-être pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais et qui ne maîtrisent pas non plus Teams, je vous rappelle qu'il y a possibilité de mettre des sous-titrages de l'anglais vers le français. Alors pour cela, il faut que vous ayez sur la barre supérieure, dans les 3 petits points là où vous voyez Autres, dans l'option Langue et Voix pour activer les sous-titres. Et lorsque vous aurez activé les sous-titres, vous aurez notamment dans les paramètres la langue parlée, donc en l'occurrence, il faut mettre l'anglais, et la langue des sous-titres, le français. Donc voilà, je vous laisse le temps de faire la manipulation. Si vous n'y arrivez pas, utilisez la conversation, au pire, je vous décrirai cela en détail. Et d'ici là, je propose que Björn puisse démarrer sa présentation. Bonjour, je m'appelle Björn, je travaille pour Energy Expo et maintenant je parle anglais. So thank you, Eric, for giving the instructions how we can change the language. I hope everybody can now read it in the mother tongue, because I guess it's better for everybody if I try to do my presentation in English. So I share my screen. Guess you can see my screen now? Yes. Oh, perfect. So welcome. Yeah, here I work in the FCCP project for Energy Expo, but as in the agenda mentioned, I'm also CEO of H2Range, and we delivered fuel cell systems, for example, for the project partner Aberdeen. And in this presentation, I would like to invite you to think and learn about maybe the sustainability of fuel cells in comparison to batteries. We don't compare anymore to combustion engines, and we want to have a view from a macro perspective on this topic, focusing the scarce materials. So for that, I make a short invitation about fuel cells and batteries. It's 4 slides only. Maybe some of you already know. For the others, it's a short introduction.
what we need for scarce in terms of scarce materials. We start with the fuel cell. The fuel cell consists a simplified way from the end plates, what you see here and here. At the anode side, the hydrogen comes in. At the cathode side, the oxygen comes in. And then we have current collectors in the simple drawing, even not drawn. They just collect the current. Then we have the bipolar plates, very important. You see here with this zigzag, you can imagine for what it is. It means it distributes the medias in the cells. The medias is hydrogen, is oxygen, and if we have a liquid-cooled fuel cell, also the liquid coolant. And we have the MEAs, and the MEAs enable the electrochemical reactions and ion transport. And the MEAs contain platinum. So we go now to the MEAs. As I said, we have an anode side where the hydrogen comes in, and we have a cathode side here where the oxygen comes in. So why we need platinum now here? Platinum is a catalyzer, like we have also platinum in the catalyzer of conventional cars. And at the anode side, the platinum catalyzes the oxidation of hydrogen, generating protons. You see here the H+, and the electrons, they go there. And this is at the end what we want to do in the fuel cell. The protons go straight through here, and the electrons have to go around this circuit, and this is what creates a current, electricity, what we want to have. And a fuel cell cargo pedelec has like a 500 watt fuel cell, and thinking about 1 kilowatt, we need between 0.1 and 0.5 grams of platinum for a fuel cell. Now let's go to the batteries. I focus in this presentation on lithium-ion batteries because they have the biggest compound annual growth rate of 18.5%, and the most battery electric vehicles worldwide are powered by lithium-ion. So we focus on this technology. And the scarce materials in these batteries is lithium, not a surprise. To store and release the ions during charging and discharging. We have cobalt that improve the energy density, and we have nickel that improves the overall performance. And so no matter if we build fuel cells or if we build batteries, these scarce materials has unfortunately negative impacts on the environment. So I summarized what happens in terms if we build batteries, lithium-ion batteries, and what happens if we produce fuel cells. So the batteries has a bit more negative effects. We have environmental pollution. We have social and labor issue. I guess it's a topic with a lot of suffering behind it, concerns over working conditions and child labor. We have landscaping changes and deforestation. We have a lot of water and energy consumption. You see it here on the picture. So the area's getting dry if you need a lot of water to produce the lithium. And we have emissions of toxic substances. So there are harmful pollutants released like sulfur dioxide or particulate matter. In terms of platinum for the fuel cells here, we have also environmental pollution. As you probably know, platinum is never available in a high concentration. So we need a lot of energy consumption to process for the process to extract the platinum. So this is what is the cost of going to these technologies. And now we know what we need for the fuel cells. It's platinum. What we need for the batteries, it's lithium, iron, and cobalt. And now I would like to invite you to the core of the presentation. It's like a thought experiment that we assume now for a moment. We just want to replace the worldwide car production by either battery electric vehicles or fuel cell electric vehicles. And this is now the macro perspective on the implications. So just assuming we replace a quarter, 25% of all battery electric vehicles that are built worldwide within 1 year. In this study, the number is not very recent. It's from OICA, it's the International Organization of Mobile Vehicle Manufacturers. And it was
73 million, but I guess it's not that much differing now. So in order to replace this 25%, to go to battery electric vehicles, we would need 175,000 tons of lithium or 774,000 tons of nickel. And if we go three lines deeper, this is equal to 545% of the lithium that is extracted per year. So we would need more lithium than can be extracted within 1 year at the moment. And it's the same with cobalt, it's 185%, and with nickel, it's 375%. And if we go to the fuel cell electric vehicles, it's not that much better. So if you take the fuel cell electric vehicles, we need platinum. Here I've made two scenarios. So either we assume we need very little platinum because technology rises, you expand the surface of platinum by creating kind of foams, or the scenario, the conventional scenario, we need a lot of platinum. And so in this terms, you would need between 145 or 340% of the worldwide mined platinum within a year. So, and if we see this, we all like the emission-free batteries or the emission-free fuel cells, but here we see also in terms of scarce materials, we get, in my point of view, a clear answer, not to think anymore about fuel cells or batteries. For me, it's a clear end. So the conclusion is there are insufficient scarce materials available to fully replace combustion engines with fuel cells or batteries. So if achieving electrification in mobility is the goal, we must utilize both fuel cells and batteries as energy sources. Because I often hear this ideologic discussion, we need batteries or we need fuel cells, and the answer can only be we need both technologies, and we should have a certain view on what are the right and the qualified application field for fuel cells and for batteries, what we do here in the next slide. So fuel cells, having a look on the performance characteristic of fuel cells, are probably most qualified for commercial transport. Commercial transport requires a high range, so we need a high energy density, and fuel cells has a higher energy density than batteries. So we have a wider range, and this is required. And they need fast refilling. In a commercial transport, you work sometimes in shifts. So the pilot is changing, the vehicle is going on, and we don't want to have long downtimes, long standing times, and you can refill a fuel cell, a hydrogen tank much faster than a battery, even the modern one. So fast refilling is also an aspect. And we need less peak power. The batteries are much better in peak power than fuel cells, but for the commercial transport that is constantly driving, we need less peak power. And maybe one point I could add is for commercial transport, we need constant performance through all seasons, also in winter, and there are fuel cells also more qualified. Different to batteries, they are more qualified for individual transport. So they go much shorter distances than commercial transports. And they have long idle times, allow slow charging. In average, a private used vehicle is standing around 23 hours a day. So there's time enough to charge slowly. Another point is that the private used cars have a lower capacity utilization. As I said, 23 hours they are standing around, and so they have to be cheaper. And at the moment, fuel cells, due to the low production quantity, are more expensive. So I guess it becomes clear we should use the fuel cells today more for the commercial applications, and we go more for the batteries for the private applications. And in terms of fuel cell cargo pedelecs, what the project was now the last 5.5 years about, and the project is ending today. So happy to have the final presentations with you together. The conclusion is the manufacturing of fuel cells requires fewer scarce resources compared to batteries. What we have said, what we have learned before, it's only the platinum that has less negative environmental implications. If high capacity utilization of a cargo bike is required, fuel cells are the qualified technology. So if we have a cargo bike and it's
drive by 10 kilometers a day, probably today battery is a better technology. But if you go maybe in shifts and you really utilize this vehicle for 50 or 100 kilometers a day, then the fuel cells are the qualified technology. And if we have use cases for fuel cell cargo pedelecs, then the FCCPs mitigate the negative environmental effects during the production, the utilization, but also the recycling of the technology after the life cycle. And so the conclusion for today is, and Luca already mentioned the scale effects, the cost effects. The challenge is now to achieve cost reduction for this currently too expensive technology. So it would be great if the fuel cells come now in their right application field and get scaled up, because there's no rocket science behind. It's really simple factors like purchasing higher amounts and scaling up the production in a more automated process. And the fuel cell that costs in this project maybe 30,000 euros. We made another presentation, the calculation. The price can drop from, we calculated the hours from, in this project, 20 euros per hour we pay at the moment for a fuel cell, 20 euros per used hour, and we can drop it easily to 57 cents per used hour if we increase the production from the 35 we had in this project to 2,800. So thanks a lot for your attention, and if there are any questions, of course, I'm happy to answer. Thank you. Merci beaucoup, Björn. En tout cas, ça dresse de bonnes perspectives pour les réflexions. C'est tout l'intérêt de ces projets de recherche européens. Il faut toujours le rappeler, c'est que on est dans le domaine de la recherche et développement. On est en train d'avancer, de changer les choses. Dans ce domaine-là, il est important de pouvoir aborder l'ensemble des sujets. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Dans ce cas-là, je vous invite à utiliser la conversation. Peut-être. Alors, il y a une discussion, il y a une question qui a été posée dans le chat. Oui, ce qui était de dire, en fait, pour faire simple, c'est est-ce que l'hydrogène c'est fait pour les véhicules plutôt utilitaires, les camions, les bus, les camions poubelles, plutôt que les véhicules particuliers? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt la tendance, d'abord pour une raison aussi simple, c'est que on est dans une phase où nous sommes en train de persuader le grand public de muter vers des véhicules à essence vers des véhicules électriques. C'est pas pour lui dire que après-demain, il faudra qu'ils prennent un véhicule à hydrogène. Donc, il faut qu'on accompagne tout ça. En plus, comme l'a bien démontré Björn, ça va être un mixte finalement. On imagine bien que il y aura pas une énergie qui sera à 100% sur le marché. Donc, il faut que tout le monde s'habitue. Et évidemment, c'est plus simple aussi de commencer par les véhicules utilitaires parce que soit ce sont les entreprises, ce sont les collectivités qui vont pouvoir s'équiper, notamment en bus, en camion poubelle. C'est des projets que nous avons aussi dans nos collectivités pour aboutir à l'hydrogène. Mais il n'empêche qu'il y a des constructeurs de voitures particulières qui proposent des véhicules à hydrogène. Je pense notamment aux constructeurs coréens. Et que si le grand public veut s'équiper d'un véhicule hydrogène, il va pouvoir aussi avoir à sa disposition des stations-service à proximité. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pousse à la multiplication de ces stations. Est-ce que... alors, je vois qu'il y a des questions qui sont en train de faire. Pendant ce temps-là, j'essaye juste de partager, voilà, hop, un écran là-dessus. Je vais nous mettre aussi nos différents intervenants, parce qu'après tout, hop, là-dessus. Alors, autre question, envisagez-vous une suite au projet? Alors ça, au projet FCCP plus particulièrement, ça dépend d'abord d'Interreg, je pense. Moi, comme je vous l'ai montré sur l'hydrogène, nous, oui, puisqu'on avance avec différents projets. Mais ça, je ne sais pas si le projet FCCP en tant que tel, si le consortium, lui, a des projets. Je ne sais pas, Björn, si vous avez des idées là-dessus.
En tout cas, nous, on est évidemment ouvert à toute idée de projet pour continuer à défricher ce secteur. Hein. Oui, et puis de toute façon, voilà, comme on a montré aussi au fur et à mesure, comme on a montré au fur et à mesure de cette présentation, effectivement, on a toute une stratégie qui a été définie sur l'hydrogène, qui s'intègre au budget climat de la ville pour justement avancer sur ces questions-là. Et encore une fois, hein, je pense qu'il faut vraiment que vous, en tout cas pour la France, je vais parler pour les autres pays européens, mais en tout cas pour la France, et notamment pour la région parisienne, ayez évidemment en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris, parce que si effectivement Hype réussit à déployer cet accès hydrogène massivement, d'abord ça va se voir, parce que aujourd'hui déjà, quand vous circulez dans les rues de Paris, vous voyez un certain nombre de taxis Hype à hydrogène qui sont en circulation. Donc évidemment, cette multiplication, cette visibilité à l'international grâce aux Jeux Olympiques va nous permettre de booster les choses. Hein. Il va se passer beaucoup de choses dans le domaine de la mobilité, de l'innovation pendant ces Jeux. Donc il faut évidemment avoir un regard là-dessus. Alors, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, ce que je vous propose, c'est Il y en a une autre qui a été posée oui, sur les objectifs de l'électrique plutôt que les batteries électriques, et quel est l'objectif de roulage. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, en tout cas, voilà, l'intensité d'utilisation pour justifier ce choix-là. c'est un peu ce que Björn a expliqué, non, ce sujet. Oui. Oui, en fait, voilà, c'est-à-dire que là, vraiment, en fait, dans le cadre de ce projet, on s'est concentré donc sur les services de la ville, mais à côté, comme on l'a montré aussi, on est en train de mener une autre expérimentation avec les commerces et également les entreprises de livraison comme DPD. Donc pour eux, ça peut être bien plus intéressant, on va dire, d'avoir un vélo cargo qui a une autonomie de 250 km plutôt qu'un vélo cargo électrique qui a une économie de 60, qui a une autonomie, pardon, de 70 km sous sa version électrique. Sans compter que, effectivement, comme le disait Björn, il y a aussi la question des temps de travail. Et là, en fait, on se retrouve avec un temps de recharge qui est similaire à celui d'une voiture à la station essence. Et donc beaucoup moins long qu'un véhicule électrique. Donc c'est surtout en fait dans cet aspect-là la longévité de l'utilisation, la longévité de l'utilisation par plein, par recharge, on va dire, qui est beaucoup plus intéressante avec l'hydrogène qu'avec les batteries électriques. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà une question sur envisagez-vous de consulter les lycéens sur les projets de développement H2, notamment l'hydrocène. Comme dans tous les projets urbains, évidemment, il y aura des enquêtes publiques et ça permettra d'entrer là-dedans. En termes de budget, je rappelle quand même que c'est pas les contribuables locaux qui prennent en charge ce type de projet urbain, hein, puisque la plupart des projets de développement urbain qu'on a mis en place sur la ville sont financés par les promoteurs notamment. Je rappelle que le dernier écoquartier qu'on a inauguré il y a près d'un an maintenant, en octobre 2022, le quartier ici, cœur de ville, a coûté exactement 1 euro symbolique à la municipalité, enfin aux contribuables d'ici Mouino. Le reste, c'est-à-dire à peu près 1 milliard d'investissements sur le quartier, ayant été pris en charge par le promoteur et ceux qui ont acquis les différents bâtiments. Voilà, écoutez, en partant sur cette conclusion-là, je vous propose de mettre fin, parce qu'on a pris beaucoup de retard, et donc je m'en excuse et je vous remercie d'être resté plus longtemps que prévu sur ce webinaire. Je rappelle que vous retrouverez cette vidéo sur YouTube, en l'occurrence sur la chaîne ICTV,
d'ici quelques jours, quelques heures, je ne sais pas comment on mettra ça. On fera évidemment nous-mêmes un bilan écrit sur le projet FCCP de façon à le partager le plus massivement possible et en espérant que vous avez pu apprendre des choses à travers ce webinaire, et je vous remercie évidemment les intervenants d'avoir participé aussi, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci pour l'organisation.